Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour danser en paix avec notre corps et avec notre esprit, un événement qui se déroulera le 21 septembre 2023 à 20 heures en direct sur cette chaîne YouTube dans le cadre de la Journée internationale de la paix. Tout au long du mois de septembre, je vous présente nos intervenantes et nos intervenants qui seront en ligne ce soir-là en direct. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alain Toledano, le docteur Alain Toledano. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, tu es cancérologue, radiothérapeute, tu diriges le centre de cancérologie Hartmann à Paris, où tu as créé en 2018 un établissement tout à fait exceptionnel et novateur, l'Institut Raphaël, du nom de l'ange de la guérison. On y pratique la médecine intégrative, un concept sur lequel nous allons revenir tout au long de cet échange. Tu diriges aussi depuis 2 ans la chaire de recherche en santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers. Tu es aussi l'auteur d'un ouvrage absolument remarquable, L'art de soigner, que j'ai pour ma part dévoré en une journée. C'est un livre accessible à tous, sans doute parce que tu souhaites justement que la santé ne soit pas simplement du ressort du médecin, mais d'abord et avant tout du patient lui-même. Alors, j'ai souri dès les premières pages de ton livre. Dans la préface, tu écris: là où il y a de la santé, le médecin fait apparaître la maladie, le médecin crée la maladie. Alors, j'ai souri parce que cela m'a fait penser à mon grand-père. Mon grand-père était médecin, il était ORL et ophtalmologiste, parce qu'à cette époque-là, les deux spécialités étaient conjointes. Il avait fait les deux guerres mondiales comme chirurgien de guerre. Et il nous disait toujours, aux petits enfants que nous étions: si tu ne veux pas être malade, ne va pas voir de médecin. Il a vécu lui-même jusqu'à 101 ans et les 20 dernières années de sa vie, mon grand-père les a consacrées à l'écriture d'un traité sur l'âme qui lui permettait d'ouvrir ses connaissances médicales et scientifiques à un domaine plus vaste, plus spirituel et philosophique. Peut-être que mon grand-père avait lu le grand philosophe et talmudiste Moïse Maïmonide, qui invitait déjà au XIIe siècle à ne pas simplement réparer les corps, mais aussi à réparer les âmes, une démarche intégrative en quelque sorte. Avant de parler de tous ces sujets, j'ai envie de te demander quelle est ton histoire et qu'est-ce qui fait que tu as choisi de devenir médecin. Oui, alors d'abord, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, les études de médecine me plaisaient étant petit. Donc, au début, on ne s'oriente pas tant sur une pratique professionnelle, mais plus sur l'attrait par rapport à une dimension de connaissance et d'exploration. Donc, les études de médecine ont été passionnantes. Puis, à un moment, l'idée de pratiquer. Et là, on recherche sa voie, puisque entre faire de la radiologie, de la santé publique, de la biologie, de la cancérologie, de la cardiologie, on voit bien qu'il y a des pratiques différentes. Et moi, très tôt, je me suis orienté vers la cancérologie, qui est un monde passionnant sur le plan humain, sur le plan scientifique, sur le plan du travailler ensemble, parce qu'il est pluridisciplinaire. Et voilà, c'est un peu le chemin de ma vie médicale. Alors, j'ai travaillé à Paris et puis aussi à Tours, où j'ai fait ma spécialité. J'étais chef de clinique à Paris. Je suis venu m'y réinstaller, mais j'ai toujours aimé voyager. Et donc, à l'époque, je m'occupais de la Société française des jeunes cancérologues et je voyageais et j'allais découvrir finalement ce qu'il y a de commun dans nos différentes contrées. Alors, à propos de la médecine curative, tu écris dans ton livre: ma conviction est que la médecine s'est aujourd'hui très bien soignée, mais qu'elle a encore beaucoup à apprendre dès qu'il s'agit de prendre soin, d'aller au-delà du traitement curatif pour s'intéresser plus directement au bien-être de ceux qu'elle soigne. Est-ce que c'est une conviction qui était là dès le départ, ou est-ce que c'est une conviction qui s'est forgée avec le temps? Parce que je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on apprend dans les facultés de médecine. Non, mais au début, on est très théorique hein, dans son rapport aux soins, dans son rapport à la maladie, à la personne. Et après, on se rend compte sur le terrain que sous la contrainte d'un système, finalement, on va donner moins de temps, moins d'énergie. Des fois, on va se protéger un peu plus. Et puis au final, le résultat, c'est qu'effectivement, on va essayer de soigner plutôt que de prendre soin, alors qu'on a besoin des deux.
Est-ce qu'il y a à un moment donné, comment dirais-je, un événement qui a fait que tu t'es orienté justement vers une médecine qui était plus tournée vers le patient, vers la prise en compte du patient que de la maladie? Non, mais vous savez que tu sais, d'ailleurs, et vous savez pour tous ceux qui écoutent, euh, qu'en fait, les soignants et tous les soignants tendent l'oreille et que pour se protéger parfois des traumatismes répétés qu'ils ont à encaisser, qui donnent de la fatigue émotionnelle, qui donnent ce qu'on appelle de l'usure de compassion, eh ben, pour se défendre, certains vont mettre des barrières, certains vont renoncer avant l'heure, certains vont être peut-être paraître froid ou être froid. Et, euh, et donc, l'idée, pas de faire le procès du soignant qui est aussi vulnérable, qui est empathique et qui fait comme il peut. L'idée est d'arriver à construire un système où le patient a la place qu'il doit avoir, centrale, et où on a des équipes qui se mettent en place autour du patient et pas du tout une charge trop importante qui porte sur les épaules des uns ou des autres. Nous avons traversé ces 3 dernières années une période compliquée, très clivante sur le plan médical, avec ceux qui approuvaient la politique sanitaire, ceux qui la réprouvaient. On a assisté à des excès de part et d'autre. On ressort de là avec beaucoup de pertes de confiance dans la médecine dite moderne ou classique, et par ailleurs un rejet quasi institutionnel par certains des médecines douces. Et moi, ce que j'adore dans ton livre, c'est qu'avec beaucoup de finesse et de diplomatie, tu réconcilies ces deux mondes au service du seul patient, qui n'est pas seulement une entité numérique, mais qui est d'abord et avant tout un individu. Oui, alors moi, je n'emploie pas le terme médecine douce Mhm. euh, parce que je pense que c'est une médecine douce ou médecine parallèle ou médecine alternative. Je pense que on doit avoir des médecines complémentaires. Et la médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et les moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour soulager, prévenir et traiter des maladies, des blessures et des infirmités. Donc avec des mots, on soigne, avec des mots, on tue. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit justifier l'efficacité de tout ce qui est fait et qui s'appelle médecine. Il faut arriver à avoir une démarche sérieuse pour arriver à soulager, prévenir et traiter. Mais il faut qu'on puisse intégrer les interventions non médicamenteuses, des méthodes de travail différentes, qu'on les évalue au cas échéant si on n'a pas assez de données, et qu'on intègre tout cela dans un parcours de santé, et qu'on ait des médecines complémentaires qui cohabitent avec des médecines dites plus classiques autour du patient et autour d'un parcours en santé. Alors, ce patient qui voudrait encore danser avec son corps et avec son esprit, il connaît la souffrance, la douleur. Quelle est la différence entre les deux? On dit que la douleur, c'est un symptôme qui se traite par des médicaments, et la souffrance, c'est quand il n'y a plus d'espoir. On a des patients qui ont mal, mais qui souffrent moins parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus mal, ils ont de l'espoir. Et à l'inverse, on a des patients qui souffrent alors qu'ils n'ont plus mal, mais ils souffrent parce qu'avec des mots, on leur a promis l'absence de perspective. Il faut bien différencier le symptôme douleur de la souffrance et savoir que notre métier, c'est aussi de gérer de l'incertitude et de donner de l'espoir. Alors, quand on est malade, notamment du cancer, comme je l'ai été moi-même cette année, on a souvent un sentiment de culpabilité, quelle que soit la direction vers laquelle on se tourne. La médecine moderne ou les médecines, on va dire, alternatives, eh bien, nous disent que nous avons fait trop d'excès ou que nous avons eu des conduites à risque. Ceux qui travaillent dans le développement personnel ont tendance à dire que tant qu'on n'aura pas trouvé la raison psychologique ou spirituelle de notre mal, eh bien, on n'en sortira pas. Et si on se tourne vers les religieux, eh bien parfois on va jusqu'à parler de punition divine. Comment fait-on pour ne pas se sentir coupable dans tout ça? Oui, alors bon, il y a une histoire, vous savez, il faut différencier croire et savoir. Ce qu'on croit peut nous guider dans notre vie, mais on ne sait pas pourquoi on le croit, mais on le croit. Ce qu'on sait, on sait pourquoi on sait le démontrer. Donc il y a un côté scientifique qu'il est important d'implémenter en médecine, dans notre système, même si on doit tout à fait respecter les croyances de chacun. Et donc c'est une attitude qui doit être assez subtile.
Alors maintenant, effectivement, quand les gens ont une maladie, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on a fait? Sous-tendu, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Parce que la maladie est vécue comme une punition divine pour expier ses fautes. Maintenant, c'est un peu plus laïque. Les gens qui nous demandent qu'est-ce qu'on a fait, c'est comme s'ils nous demandaient qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on doit manger, vegan, sans sucre, bio, cétogène, jeûner. Mhm. En fait, ce sentiment de culpabilité, c'est un sentiment, il faut travailler dessus. Il y a des fois où on ne comprend pas la cause. Mais il faut se méfier également du causalisme, c'est-à-dire de faire des rapports de cause à effet à l'intuition ou en fonction de nos croyances. C'est pas parce qu'on a eu une rupture affective qu'on va avoir un cancer, ce qui ne veut pas dire que la rupture affective ne va pas créer un désordre, ou le deuil ne va pas créer un désordre, qui dans un cadre multifactoriel peut générer une perturbation des cellules et un cancer. Donc il faut faire la différence entre les corrélations et les causes. Et les causes symboliques qui servent à certains de façon pédagogique pour arriver à travailler sur les traumatismes des uns et des autres ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Il faut se méfier d'une médecine euh, qui, de façon assez simplifiée, crée des rapports de cause à effet. Il y a des phénomènes qui sont des phénomènes complexes. D'ailleurs, l'individu est très complexe. Donc il faut qu'on arrive à simplifier, à être pédagogique, à accompagner chaque patient, mais en évitant de dire des bêtises, mais par contre en prenant en considération les croyances et l'humanité dans la relation. Alors par ailleurs, comme tu l'expliques très bien dans ton livre, quand dans le cadre de maladies graves comme le cancer, on est victime de la peur, une peur qui nous paralyse, qui peut empêcher de trouver le chemin de la guérison, voire même parfois nous faire retomber malade. Comment faire pour dépasser et transcender cette peur? Et quel est justement, par rapport à ce parcours, le rôle du soignant? Bien, c'est vrai que en médecine, on va traiter le risque, mais on traite aussi la perception du risque. C'est-à-dire que la peur de rechute est aussi importante que la maladie dans la manière dont elle paralyse les patients. La peur de rechute va engendrer des évitements cognitifs, des pensées qu'on ne veut pas avoir, des perspectives qu'on ne va pas faire, des évitements comportementaux. On va s'interdire de faire ci ou ça. Va conduire à une hypervigilance, un sentiment d'insécurité, une anticipation dramatisée des événements. Et quand on a un sentiment difficile à accepter, à tolérer, bah, il faut qu'on fabrique des sentiments inverses d'intensité supérieure. Donc, comme disait Spinoza, c'est passer de la peur à la joie. Ça va être notre travail. Il faut créer des affects positifs, alors par la communication, par l'accompagnement, par le temps dédié, par la découverte d'un sens. En fait, l'histoire, c'est une histoire de résilience, rebondir après un traumatisme, qui, comme disait Cyrulnik, est médié par la capacité qu'on va avoir à donner un sens par les affects, par l'interaction avec l'environnement. Donc on construit une bonne résilience en gérant des affects et en fabriquant de la joie. Alors, je pense que c'est pour fabriquer justement de la joie que tu as développé ce concept très novateur hein, de médecine intégrative. En mars dernier, moi-même, après avoir été opéré d'un cancer du côlon, au cours de ma dernière nuit à l'hôpital, j'ai eu l'élan de rebaptiser cette soirée de la paix que j'ai créée il y a un an, Danse en paix avec ton corps et avec ton esprit. Au fond, la médecine intégrative, est-ce que ce n'est pas tout simplement aider le patient à recouvrer la santé en trouvant la danse qui lui convient le mieux? Oui, alors en fait, avant nous, hein, avant le mouvement, dans les années 90 aux États-Unis, on parlait de l'éthique du care, du prendre soin, qui est basée sur les attentions particulières, sur la disponibilité affective, la responsabilité émotionnelle, le choix relationnel. Et en fait, intégrer plutôt que de travailler en silo, fédérer, rassembler, arriver à prendre ce qu'il y a de mieux dans nos médecines complémentaires, dans notre médecine conventionnelle, intégrer les interventions non médicamenteuses, intégrer les dimensions de la santé, parce que la santé n'est pas que l'absence de maladie. La santé, c'est aussi la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale. Donc cette santé intégrative, c'est finalement une philosophie, c'est une culture, c'est une nouvelle éthique de société. Alors, cette santé intégrative, c'est ce qu'on pratique à l'Institut Raphaël. Est-ce que tu pourrais nous parler justement du travail de cet institut? Monsieur Raphaël, c'est un institut où vont cohabiter des acteurs de soins, médecins et non médecins, sophrologues, sexologues, psychologues, nutritionnistes. Il y a 90 soignants de 40 disciplines.
Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et ici, à l'Institut Raphaël, on va co-construire des parcours d'accompagnement pour chaque patient qui sont coordonnés, qui sont orientés vers la nutrition, vers les émotions, vers l'activité physique, vers le bien-être, vers le retour à l'emploi. On offre les parcours de soins gratuitement et on les évalue. Et en 4 ans et demi, on a offert 65 000 soins évalués à 3 800 nouveaux patients. Et on a pu ainsi montrer qu'on diminuait le taux de dépression de 60% sans médicaments, on diminuait le sentiment d'isolement chez des gens pourtant bien entourés, on diminue les troubles du transit, les troubles du sommeil. À peu près tous les paramètres qui sont évalués sont améliorés. Quand on s'occupe des gens, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Et d'ailleurs, notre projet, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et alors, à cet Institut Raphaël, on pratique aussi les arts, la musique, le théâtre, je crois, et la danse-thérapie. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot de toutes ces activités? Oui, bien sûr, on a un pôle art-thérapie. Alors, on a effectivement les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-thérapie, la dramathérapie par le théâtre, l'écriture thérapeutique, le chant thérapeutique. Toutes ces arts-thérapies sont évaluées. Parfois, le non-dit est plus fort que ce qu'on peut dire. Et il faut un médium qui s'interpose entre le patient et le thérapeute pour arriver à faire ressortir ce qu'on a au fond de soi, les grands traumatismes, les secrets, et pour faire parler tout simplement. Et effectivement, si par exemple 40% des patients qui entrent en art plastique n'ont pas confiance en eux, ben, au final, ils auront tous confiance en eux. Par exemple, les patientes qui ne prennent pas leur traitement, qui ont mal aux articulations quand elles ont des cancers du sein, en danse-thérapie, on diminue de 80% les douleurs articulaires en remettant les gens en mouvement. Et c'est important, cette thérapie psychocorporelle. Alors, il y a une activité que je n'ai pas vue dans les listes d'activités de l'Institut Raphaël, c'est la méditation. Est-ce que tu as comment dirais-je, un sentiment particulier par rapport à la méditation, justement dans le domaine du cancer? Parce que j'avoue que moi, pendant mes mois de maladie, j'ai beaucoup médité et j'ai eu le sentiment que ça Mhm. m'apportait beaucoup. Et on a des praticiens qui pratiquent la méditation, l'hypnose. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des personnes qui puissent incarner et proposer les offres et les évaluer. Donc, c'est toujours cette relation qui est la rencontre entre une confiance, une conscience et voilà, une expertise, un temps, de l'écoute, de la présence, de l'attention, de l'intention. Voilà, c'est une dynamique de soins qui est très ouverte, qui doit être évaluée, qui doit être sérieusement évaluée pour qu'on puisse créer de la valeur et que la solidarité puisse ensuite considérer cette valeur. Alors justement, au niveau de l'évaluation, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui à l'Institut Raphaël? Là, on évalue nos pratiques. Alors maintenant, on aurait effectivement besoin à grande échelle de comparer les cohortes de patients qui sont suivis ici à d'autres patients. Et là, il faut qu'à grande échelle, à une échelle sociétale, on puisse s'accaparer du sujet pour proposer des pilotes d'un peu plus grande envergure avec une accessibilité dans les territoires, ici et là. Alors, l'Institut Raphaël, c'est un établissement dont la finalité, au bout du compte, est la guérison. Mais au fond, qu'est-ce que la guérison? Et je voudrais, à ce sujet-là, citer encore ton livre. Tu écris, pour guérir, il faut penser cette transition de l'état de maladie vers l'état de guérison, si possible en acceptant la prise de conscience et le caractère émotionnel et sentimental de cette transformation silencieuse. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu cette idée? Oui, bien sûr. Parce que la guérison n'est pas un décret médical. La guérison, euh, c'est en fait de retrouver un état de bien-être complet, physique, mais aussi mental et social. C'est pas le médecin qui va décider si on est bien dans sa famille, au boulot, mentalement. Donc c'est un sentiment aussi d'être guéri. Quand le patient vous demande est-ce que je suis guéri, même s'il n'a plus de maladie, c'est qu'il ne se sent pas guéri. Et comme dans sa tête, il est guéri ou malade, s'il ne se sent pas guéri, il va se sentir malade, alors qu'il ne l'est plus. Et donc, on va rester prisonnier de sa maladie, même quand la maladie a disparu. Et il faut penser les états de transition, la transformation, ce qui va conduire à se sentir guéri. Et ça, c'est un accompagnement pour se sentir guéri. Alors, ce qui m'a beaucoup séduit aussi dans ton livre, c'est la part raisonnable que tu laisses au doute. Tu invites d'ailleurs les soignants à savoir faire preuve d'humilité
Et ce sont, je pense, tes propres racines, hein, ta culture juive, qui t'incitent à te méfier des trop grandes certitudes. Et d'ailleurs, tu écris dans ton livre, Mon éducation religieuse a influencé ma conception du rapport à l'autre, ma relation à l'altérité. Les études talmudiques vous disent qu'il faut accepter la part d'inconnu, accepter de comprendre qu'on n'a pas tout de suite accès à tous les degrés de compréhension. D'abord tu fais, ensuite tu écoutes. À partir du moment où on intègre de l'inconnu, l'abstraction, où l'on ne prend pas les convictions pour des savoirs, on résout mieux l'équation humaine. Alors j'ai envie de te demander, est-ce que tu as l'impression d'avoir résolu l'équation humaine aujourd'hui? Non, pas du tout. Et c'est ça qui est bon, c'est Mhm. d'essayer en permanence de résoudre un complexe identitaire. Mhm. Alors avant, la spiritualité ou la religiosité, en fonction des convictions de chacun, il y a d'abord une philosophie personnelle. Et mon maître Emmanuel Lévinas parlait de l'éthique d'autrui. On a un devoir vis-à-vis de l'autre fragile. Et c'est vrai qu'imposer une vérité médicale comme étant une vérité humaine et absolue n'est pas forcément la meilleure façon d'entrer en relation. Donc le travail relationnel va nécessiter une approche de l'autre qui dépasse une approche technique, qui est une approche humaine avec des choix de méthode. Et c'est vrai que l'humilité, la réserve, la posture sont fondamentales dans la relation à l'autre. Alors, tu expliques très bien comment nous sommes passés au fil des siècles d'une médecine toute spirituelle autrefois à une médecine moderne, plus technique et qui a permis de nombreuses avancées, de soigner aussi des maladies qu'on pensait incurables. Mais cette médecine, elle a aussi ses limites. Est-ce que l'avenir ne serait pas de remettre un peu de spiritualité, de philosophie dans la médecine? Comment faire pour que le médecin de l'âme rejoigne celui du corps? Bon, quand on rentre en médecine, on nous dit l'ennemi, c'est la superstition et l'héritage des anciens. Autrement dit, la religion et la tradition. Mais on le dit pour scientifiser une approche, pour ne pas fabriquer de gourous ou de tout-puissants ou de chamans. Maintenant, l'enseignement passe bien, on a scientifisé une médecine qui nous a permis d'augmenter la quantité de vie. Mais il va falloir améliorer la qualité de vie et la relation à l'autre. Comme disait Emmanuel Kant, la médecine est un art et non une science exacte et rationnelle. Bien sûr qu'il y a une partie scientifique, il y a une partie aussi d'art de soigner. Et dans la relation, un côté artisanal ou Est-ce, artistique. Ça est-ce que, dépend comment on fait. est-ce que tu pourrais nous dire un mot justement sur cet art de soigner qui est justement le titre de ton livre? Oui, bien sûr, bien sûr. On oppose les arts et les sciences. Euh, alors c'est sûr que c'est pas la même chose que la différence entre les croyances et les savoirs. Mais il faut accepter l'idée d'avancer avec des inconnus, de gérer de l'incertitude. Quand on pense science, on pense chiffres, on pense état de fait, on ne pense pas forcément état d'esprit, et on ne pense pas forcément à côté du chiffre. Il faut s'autoriser à penser l'autre comme étant plus complexe qu'une équation mathématique ou qu'un assemblage d'organes. Donc arriver à travailler sur l'humain et le vivant, c'est arriver à prendre en considération des inconnus à grande échelle. Et on n'est pas dans le tout algorithmique ou dans le tout scientifique. Donc l'important, c'est d'arriver à acquérir des connaissances et à les fabriquer, mais à aussi acquérir du doute, savoir ce qu'on ne sait pas et pouvoir entrer en l'autre de façon empathique ou même avec de la compassion, avec un sentiment de bienveillance. Donc il y a une dimension qui dépasse la relation scientifique, qui est une dimension artistique au premier sens du terme, et parler de soigner, mais également de prendre soin. Alors j'ai une toute dernière question à te poser. Quel serait ton souhait le plus intime par rapport à cette soirée du 21 septembre 2023 à 20 heures pour justement danser en paix avec ton corps et avec ton esprit? Moi, j'aime bien l'idée que chacun soit lui-même, qu'on ne joue pas de rôle et qu'on écoute la partie affective qui est en nous, la partie raisonnable qui est en nous, que chacun dans sa diversité accueille la différence, aille la rechercher, qu'on accepte l'idée qu'il n'y a pas qu'une vérité, qu'on aime bien l'idée de repositionner l'humain au centre,
qu'on valorise ce qu'il y a de beau dans la science, qui nous permet tellement de belles choses, et qu'on reste encore des enfants par rapport à l'immensité de savoir qu'on n'a pas encore et à l'humanisation qu'il nous faut conquérir pour pérenniser nos systèmes de santé solidaires qui nous aident à bénéficier de beaucoup de services santé, mais on doit améliorer ce système en le pensant différemment. Un très, très grand merci, Alain. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous naturellement tout au long du mois de septembre pour découvrir tous nos invités et bien sûr le 21 septembre 2023 à 20 heures en direct sur cette chaîne YouTube. D'ici là, eh bien, dansez en paix avec votre corps et avec votre esprit.